plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Nouveau Télé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Move Africa Malitel a officiellement lancé son intelligence artificielle dénommée MIA. Move Intelligence Artificielle, ce logiciel est un assistant vocal intelligent capable de répondre instantanément aux questions des utilisateurs. Vous en saurez davantage sur cette nouvelle initiative dans cette édition. L'inadéquation entre formation et demande d'emploi au Mali, il en sera question dans cette édition, une réalité qui pénalise de nombreux jeunes diplômés maliens. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée demain samedi 13 juin au Mali. La situation des albinos a connu depuis des années des avancées considérables, bien que des défis persistent. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant dans les titres, Move Africa Malitel a lancé ce vendredi 12 juin 2026 son intelligence artificielle. Il s'agit de MIA, Move Intelligence Artificielle, un assistant vocal intelligent capable de répondre instantanément aux questions des utilisateurs. La cérémonie de lancement de ce logiciel a été présidée par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies. Les détails avec Diallo Maliki. Move Africa Malitel devient le premier opérateur de télécommunications au Mali à posséder son intelligence artificielle. Le service appelé Move Intelligence Artificielle est facile d'utilisation. Il n'a pas besoin de connexion Internet et peut être utilisé avec les smartphones ou les téléphones simples. Cette innovation vise à faciliter l'accès à l'information pour tous, réduire la facture numérique, accompagner les élèves et étudiants dans leur apprentissage et démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle dans notre pays. MIA est bien plus qu'un simple assistant virtuel. C'est un compagnon numérique, un outil de connaissance, un facilitateur du quotidien et une porte ouverte sur le savoir universel. Grâce à MIA, nos clients, nos chers abonnés peuvent obtenir des réponses rapides, des conseils pratiques, des pistes de réflexion et des informations utiles dans les domaines essentiels, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la technologie et encore dans les traditions linguistiques, entre autres. Move Intelligence Artificielle est accessible via plusieurs canaux. Les utilisateurs ont d'abord la possibilité d'accéder à MIA en appelant au 35 201. Ils peuvent aussi composer dièse 352 dièse sur leur téléphone ou encore envoyer MIA au 35 201. Le gouvernement, à travers le chef du département de tutelle, a salué cette innovation de Move Africa Malitel qui, selon lui, va aider de nombreux Maliens dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, Move Africa marque un grand pas en avant en créant énormément de solutions, en améliorant, si vous voulez, le débit, n'est-ce pas, de l'information, en améliorant et en permettant à nos compatriotes dans les coins les plus reculés du pays, même ceux qui sont illettrés, même ceux qui n'ont pas de smartphone, de pouvoir communiquer, de pouvoir trouver des solutions aux questions qui se posent dans les domaines si cruciaux que sont la santé, l'éducation, l'agriculture, l'hydraulique et autres. Ça aussi, je vous demande de l'applaudir. Move Africa Malitel a profité de cette occasion pour annoncer la baisse du prix de la connexion mobile et résidentielle. En plus de la baisse considérable, la première société de téléphonie au Mali annonce que les forfaits et les crédits téléphoniques auront désormais une durée plus longue allant jusqu'à 90 jours. Ainsi, les appels nationaux, ils passent de 81 francs, donc prix frontal public, à 75 francs. Et mieux encore, le crédit principal non consommé n'est plus perdu et il sera toujours valide et il sera conservé en toute sécurité et réactivité en attendant bien évidemment la nouvelle recharge des clients. Nous avons également prolongé les durées de validité des bonus qui vont jusqu'à 90 jours, selon les offres bien évidemment souscrites afin de permettre à tout un chacun de profiter pleinement de son achat et en toute sécurité. À travers ces initiatives, Move Africa Malitel confirme sa volonté de placer la satisfaction des clients au cœur de sa stratégie. Dans le but de valider le manuel des indicateurs du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État, le département
en charge de l'environnement à travers la cellule de planification et de statistiques dédiée à ce secteur a organisé un atelier avec l'ensemble des acteurs concernés. C'était le jeudi 11 juin 2026 à Bamako. Compte rendu Tangra Adam Matalawatara. Pour finir le manuel des indicateurs issus de l'étude menée sur leur réexamination afin de le valider pour en faire un instrument de guide, tel est l'objectif du présent atelier organisé par la cellule de planification et de statistique du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Les indicateurs qui sont les instruments qui nous permettent de faire le suivi et l'évaluation des politiques et des stratégies que nous avons élaborées conformément à un processus inclusif et participatif. Aujourd'hui, c'est la validation nationale et l'appropriation de ce manuel qui va désormais nous servir d'instrument pour mesurer les progrès dans notre secteur. En termes d'intérêt de l'étude, c'est que désormais on a un référentiel qui est aligné sur les objectifs de développement durable, mais aussi qui va permettre de faire le suivi et l'évaluation aussi de la vision 2063 qu'on appelle Malikoura Nyata Srakabe, sans Bafla Anibi Orani Sabama, et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNED. Selon le représentant du département, le suivi et l'évaluation des progrès réalisés dans les différents secteurs passe forcément par la disponibilité d'indicateurs de qualité. Pour le suivi et l'évaluation des plans, programmes et projets des différents sous-secteurs, il s'avère nécessaire de disposer des indicateurs pertinents permettant de mesurer les progrès réalisés par les structures techniques dans la mise en œuvre des actions de développement inscrites dans les différents plans d'action sectoriels à travers l'annuaire statistique et la revue sectorielle se sont révélés peu adaptés au regard de l'évolution des documents servant de référence. C'est pour cela que la CPS Suède, en collaboration avec les FASA aussi, a initié des réexamens des indicateurs du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État en lien avec les objectifs de développement durable ODD pour assurer le suivi régulier du niveau d'atteinte des cibles et l'évaluation de leur atteinte au niveau des différents sous-secteurs. À rappeler que cette étude a été menée dans le cadre du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, financé par la Banque mondiale. À la suite du communiqué du ministère des Mines annonçant la suspension des activités d'orpaillage du 15 juin au 30 septembre 2026, le président de la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali dit comprendre et soutenir cette mesure prise dans le cadre de la prévention des accidents en période d'hivernage. Toutefois, il attire l'attention des autorités sur les conséquences économiques que cette décision pourrait engendrer pour les milliers de personnes dont les revenus dépendent directement ou indirectement de l'exploitation artisanale de l'or. Écoutons le président au micro de Siakam Fali Sidibé et de Rukiatou Sori Dameli. Chaque année, le ministre, par un communiqué, informe l'ensemble des artisans miniers sur la fermeture des mines à partir du 15 juillet jusqu'au 30 septembre. Nous avons pris acte du communiqué au niveau de la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali et appelle tous les artisans miniers, les coopératives, les unions, les fédérations à respecter ce communiqué. Ça s'inscrit dans le sens du respect même de l'artisan minier pour protéger la vie humaine, protéger l'environnement et protéger l'organisation du secteur artisanal. Nous lançons un appel aux artisans de respecter ce communiqué dans l'intérêt de la communauté des orpailleurs. Vous comprenez, quand vous dites à quelqu'un d'arrêter de travailler, c'est de ça les gens vivent, les orpailleurs vivent de l'orpaillage depuis des centaines d'années. Donc en leur disant d'arrêter, ça peut poser des problèmes des deux côtés. Du côté de l'artisan minier qui il y aura un manque à gagner de ce côté et du côté même de l'État, il y aura des manques à gagner parce que la production artisanale aujourd'hui, elle est très importante. Elle contribue vraiment au développement de ce pays. Donc il est très important de penser, de réfléchir à des mesures de substitution
qui puissent faire en sorte que l'orpaillage puisse trouver une autre activité pour pouvoir faire vivre sa famille et sa communauté. Inadéquation entre formation et emploi, parlons-en. Au Mali, de nombreux jeunes diplômés rencontrent des difficultés pour trouver un emploi correspondant à leur formation. Plusieurs années d'études et les diplômes obtenus, beaucoup restent au chômage ou exercent des métiers différents de leur spécialité. Cette situation met en lumière l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi dans notre pays. Une situation qui décrit ici notre reporter Younoussa Maïga. Diplôme à main, mais sans emploi. C'est cette réalité qui inquiète de nombreux jeunes diplômés au Mali. Après plusieurs années d'études, beaucoup se retrouvent sans travail. Faute d'informations adaptées aux besoins des entreprises, pas d'opportunités d'embauche. Particulièrement, quand on finit les études, peut-être tu trouves que le domaine que tu as fait, peut-être l'informatique ou autre, donc, mais tu trouves que les compétences qu'on va demander au sein des entreprises ou des ONG, mais en réalité tu n'as pas ces compétences-là. Donc souvent, si c'est informatique ou si c'est GRH par exemple, tu trouves que vraiment la compétence que les ONG ou les entreprises cherchent, tu n'as pas ça. Souvent, et que les administrations et les ONG doivent ouvrir leurs portes aux étudiants pour avoir beaucoup de compétences avant leur finition d'université. C'est pourquoi, selon le président de l'ADEJ Mali, la demande d'emploi est beaucoup plus forte que l'offre. C'est que notre système éducatif, formation technique, professionnelle et universitaire, souvent n'offre pas de formation adaptée à la réalité du marché de l'emploi. Quand on dit que les formations ne sont pas adaptées forcément à la réalité du marché de l'emploi, on prend les besoins des investisseurs, les structures, les employeurs. Les employeurs ont besoin de quel profil, de quel type de qualification pour pouvoir recruter. Et quelles sont les structures qui recrutent. Et quels sont les services de formation dans les universités qui travaillent à proposer des offres de formation adéquates, adaptées aux besoins des employeurs. Et du coup, quand on voit ce schéma, on parle de l'inadéquation emploi-formation. Parce que les offres de formation ne correspondent pas aux besoins des entreprises qui recrutent. Quant à Khadija Sissé, enseignante, elle propose des pistes de solutions et de demande aux jeunes d'être polyvalents. Quand vous êtes, par exemple, jeune journaliste que vous êtes, vous devrez non seulement maîtriser l'informatique, vous devrez maîtriser l'art oratoire, vous devrez maîtriser la rédaction des choses. Donc vous voyez, et il faut avoir c'est-à-dire le courage de travailler en équipe. Quand vous ne pouvez pas travailler en équipe, ça devient un problème. Parce que le monopole ne résout rien actuellement dans le monde auquel nous vivons. Et aussi, il faut être très innovant. Très, très innovant. Quand vous ne détenez pas l'innovation, vous allez longtemps durer dans le chômage normal. Il y en a plusieurs. Donc maintenant, pour le cas qui nous intéresse, ça, on a constaté vraiment une diminution légère par rapport à ce qui a été prévu dans le PRODEC même. Et cette diminution va vraiment de 133 698 élèves actuellement. Or, le PRODEC avait prévu quand même en 2023 que les élèves devraient être 236 929. Ça, c'est en 2023. Vous voyez l'écart. Et l'étude que l'ONEF aussi a menée, nous avons constaté aussi là aussi une légère baisse entre 2021 et 2022, passant de 87,6% à 87,2%, parce que les enfants sont découragés. Et ça, le cas de l'ONEF, c'est vraiment les centres de formation professionnelle. Maintenant, le cas pour le PRODEC, ça c'est pour les élèves du secondaire professionnel, c'est-à-dire ceux qui ont les diplômes BT, BT1, BT2, les CAP. Maintenant, les autres là, ça, ils sont vraiment formés dans les centres de formation pour avoir juste, je termine et puis j'ai un emploi. Donc, on constate ces chiffres qui baissent.
Depuis quelques années, des opportunités de reconversion offertes par la NPE afin de réduire le taux de chômage des jeunes au Mali. Alors, il est nécessaire de renforcer les liens entre les établissements de formation et les pourvoyeurs d'emploi pour permettre aux jeunes diplômés d'avoir du boulot à la fin de leur formation afin de contribuer au développement socio-économique du pays. Direction Mopti, où les assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES-CROCEP ont débuté ce jeudi 11 juin 2026 au centre Jean Bosco de Sévaré. Les autorités régionales, les représentants des 8 districts sanitaires, les partenaires techniques et financiers participent à la session. Selon les responsables du CROCEP, cette rencontre de 2 jours permettra de rendre disponibles les informations nécessaires pour une prise en charge optimale des problèmes de santé, d'équité et d'accessibilité des services. Et c'est ce que nous dit notre correspondant Moussa Traoré depuis Mopti. En effet, c'est avec une mobilisation générale des acteurs des 3 régions ici au centre Jean Bosco de Sévaré que se tiennent les assises du comité régional d'orientation et de coordination et d'évaluation du PRODES-CROCEP. Pendant 2 jours, cette rencontre rassemble les 8 districts sanitaires des régions de Mopti, Badiangara et Douanza et partenaires techniques et financiers. Cette activité stratégique vise, selon les organisateurs, à renforcer la planification, analyser les données sanitaires locales et améliorer l'accès aux soins pour les populations. Le CROCEP de 2026 constitue une étape déterminante dans le cycle de la planification, de suivi et d'évaluation du PRODES. Il doit nous permettre de consolider les acquis, de corriger les insuffisances et de garantir un meilleur alignement des actions pour des résultats durables et équitables en faveur de nos populations. Ces assises nous offrent l'occasion de faire des analyses critiques des documents qui seront présentés et aussi de formuler des recommandations pertinentes pour l'atteinte des objectifs dans nos 3 régions. Selon les autorités régionales, ces assises se passent dans un contexte marqué par le déplacement interne de la population et l'afflux des réfugiés, avec son cortège de défis sanitaires et de malnutrition. Malgré ces défis, le PRODES a permis d'enregistrer des résultats encourageants dans les régions de Mopti, Badiangara et Douanza. D'adresser mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers de la région, de Mopti et celle de Badiangara et Douanza, sans l'appui desquels beaucoup de nos activités programmées ne sauraient être mises en œuvre. Ces assises se tiennent cette année dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l'élaboration du nouveau plan décennal de développement sanitaire et social et de sa tranche quinquennale, programme de développement sanitaire et social, l'élaboration des nouveaux plans de développement sanitaire des cercles, la poursuite de la création des mutuelles de santé des cercles en vue de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle RAMU, la poursuite du processus de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales pour l'atteinte du taux de 30% des ressources financières en faveur de nos collectivités territoriales. Pendant les 2 jours de travaux techniques, beaucoup de sujets seront abordés, notamment la mise en œuvre des recommandations du CROCEP 2025, la présentation du bilan 2025, mais aussi et surtout le plan opérationnel 2027 des 3 régions. Les échanges porteront également sur la présentation de la synthèse des rapports annuels 2025 de l'hôpital Sommet Dolo et d'autres structures de santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées pour améliorer la santé publique et la protection sociale des populations locales des régions de Mopti, Badiangara et Douanza. Actualité sur un tout autre plan, à l'instar des autres pays du monde, le Mali célèbre demain samedi 13 juin 2026 la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Instituée depuis 2014, cette journée est l'occasion de sensibiliser et d'informer sur les discriminations à l'encontre des albinos. Au Mali, la situation des albinos a un peu amélioré, mais beaucoup reste à faire. Awasan Logo, Ibrahim Dao et Zalikatou Diara sont allés à leur rencontre. Suivant. Depuis 2014, le 13 juin de chaque année est dédié à la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme.
Et derrière cet engagement international, se cache une histoire. Le 13 juin a été décrété comme journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par le Haut Conseil des droits de l'homme. Donc elle a été décrétée suite à des multiples attaques à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Donc c'est vraiment pour sensibiliser le monde entier sur l'albinisme, sensibiliser les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes sur leur situation afin qu'elles puissent prendre leur vie à main et aussi sensibiliser les communautés, les parents pour qu'elles puissent permettre à la personne atteinte d'albinisme de s'inclure de manière de façon très facile et sans discrimination, sans préjugés et sans violence. Si les attaques contre les personnes atteintes d'albinisme à des fins mystiques ont considérablement diminué, la discrimination contre cette couche sociale demeure. Au Mali, les faits mystiques, nous dirons que la dernière date de 2021 à Kati, et de ce temps à maintenant, nous n'avons plus eu écho d'attaques à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme, mais nous avons écho au quotidien sur les discriminations, le rejet. Nous avons même reçu des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Et voilà, nous disons que par rapport aux faits mystiques, ça fait vraiment quelque temps que nous n'avons pas enregistré de cas d'assassinat ou d'attaque à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme au Mali. Tout de même, la présidente de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme salue les efforts du gouvernement et du secteur privé pour l'intégration socio-professionnelle des personnes albinos. La situation de la personne atteinte d'albinisme au Mali, on peut dire surtout dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle, nous avons vraiment observé une avancée. De 2023 à maintenant, il y a eu une trentaine de personnes atteintes d'albinisme qui ont été soit intégrées à la fonction publique, soit dans le privé. Donc nous saluons le gouvernement pour ce grand pas et nous les interpellons sur la situation des autres diplômés qui sont là dans l'attente. Malgré ces efforts, les personnes atteintes d'albinisme interpellent l'État sur la difficulté d'accès aux crèmes solaires et demandent à en faire des médicaments essentiels. Et nous, les personnes atteintes d'albinisme, nous avons une peau très fragile et dû au manque de mélanine, il y a le soleil qui tape très fort et nous avons besoin de certaines accommodations pour pouvoir vivre de manière épanouie. Et aussi, ces accommodations sont quoi? Les crèmes solaires et aussi les lunettes de vue. Vu avec la situation, c'est vraiment difficile actuellement de s'en en procurer et au Mali, très difficile. Et nous interpellons nos autorités à vraiment prendre en compte notre recommandation qui est la prise en compte de la crème solaire comme médicament essentiel. Pour cette année 2026, le thème retenu par les Nations Unies pour la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est « Bien dans ma peau », célébrant toutes les nuances des couleurs de peau. Religion parmi les pèlerins au Hajj 2026 de l'agence STV Voyage, Madame Awa Konaté s'est illustrée par son sens élevé de solidarité et d'entraide. Tout au long du séjour saint en terre saoudienne, cette dame généreuse a fait montrer d'une générosité hors pair en faveur des femmes âgées en les assistant dans leurs déplacements et en les aidant à accomplir leurs rites dans les meilleures conditions. Le commentaire est signé Bakary M. Sidibé sur les images de STV Voyage. Du haut de la quarantaine révolue, Madame Awa Konaté, pèlerine au Hajj 2026, a été la mère Khadija des pèlerins de l'agence STV Voyage. Au sein du groupe des femmes, elle s'est montrée toujours disponible, attentive et bienveillante, faisant preuve d'un esprit de fraternité exemplaire et incarnant les valeurs de partage et de compassion qui caractérisent le Hajj. Durant tout le séjour en terre sainte de la Mecque, elle a brillé par une assistance désintéressée qu'elle a assurée aux femmes vulnérables avec dévouement et compassion en les accompagnant dans l'accomplissement des rites, leur garantissant des petits soins permanents.
Je me sens très bien quand je suis avec les vieilles personnes. Nous sommes sur le terrain de la religion, nous devons nous entraider. Elles sont toutes comme des mères pour moi et méritent d'être assistées à chaque instant. Je n'aime pas les voir souffrir. Elles me respectent aussi sans exception. Je prie les bons dieux d'exaucer toutes nos prières et bénir la société qui nous a amenés ici. Son engagement exemplaire a contribué à rassurer et à soulager de nombreuses pèlerines, faisant d'elle un véritable modèle de solidarité et de fraternité au sein de la communauté des fidèles. Un geste du cœur unanimement apprécié par les autres pèlerins et les encadreurs de STV Voyage. Je n'ai pas de mots pour remercier notre fille très courageuse. Elle nous assiste à chaque instant pour notre alimentation et d'autres besoins sans repos. Nos déplacements, l'été dont je suis une grande amatrice, elle assure tout. C'est Dieu seul qui peut récompenser Awa Konaté. Nous nous sommes retrouvés ici pour le Hajj. On ne se connaissait pas auparavant. Elle est la plus jeune parmi nous. C'est qu'elle est très attentionnée, respectueuse et assiste tout le monde. Que Dieu bénisse cette dame et exauce toutes nos prières. Le soutien aux personnes âgées constitue un aspect important dans l'encadrement des pèlerinages en leur facilitant l'accès aux lieux saints et en leur permettant d'accomplir leurs obligations religieuses en toute sérénité. Par son comportement exemplaire, Awa Konaté, cette mère de 6 filles et âgée de 43 ans, donne l'image d'une femme respectueuse de toutes nos valeurs sociales et humaines, notamment du droit d'aînesse. Dans la tête de cette bonne samaritaine, chaque femme âgée de son groupe est une maman qui mérite respect et assistance. Son geste n'a laissé pèlerin du groupe STV Voyage indifférent. Sur un tout autre plan, le Palais des Sports Salamata Maïga a servi de cadre hier jeudi 11 septembre 2026 à la cérémonie de distinction du mérite sportif. À l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, 25 personnalités du monde sportif malien ont été honorées. Le compte-rendu est signé Guindo Djelika. Le mérite sportif est l'une des plus hautes distinctions dans le domaine du sport. Il récompense non seulement les performances réalisées sur les terrains et dans les compétitions, mais aussi les services rendus à la cause sportive. Parmi les récipiendaires, une figure de premier plan, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, honoré par son engagement en faveur du développement du sport au Mali. Les 25 personnalités distinguées aujourd'hui constituent un échantillon remarquable de la richesse et de la diversité du mouvement sportif malien. Parmi elles figurent d'anciens internationaux qui ont porté avec honneur les couleurs nationales, des dirigeants sportifs, des encadreurs, des administrateurs du sport, des mécènes, des responsables de supporters, d'anciens ministres, ainsi que plusieurs personnalités dont l'engagement constant a contribué à l'essor du sport dans notre pays. À travers cette distinction, la République rend hommage à toutes celles et tous ceux qui, souvent dans l'ombre, œuvrent avec détermination pour faire avancer le sport malien. La médaille qui vous est remise est bien plus qu'une distinction honorifique. Elle constitue le témoignage de la gratitude de la nation et la reconnaissance des sacrifices consentis durant de longues années. Du côté des récipiendaires, l'air était à la reconnaissance et à la gratitude envers les autorités maliennes. Je suis très content, très ému. Et grâce au volleyball, j'ai pu avoir ce mérite national. Monsieur le ministre, nous souhaiterions que vous soyez notre porte-voix auprès de son Excellence, Monsieur le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour toute la gratitude que nous manifestons à son endroit, pour avoir bien voulu vous accompagner, pour accompagner cette décision que vous avez prise de nous primer. Entre distinction, émotion et convivialité, la cérémonie s'est achevée par une photo de famille suivie d'un cocktail. C'est là un moment fort de reconnaissance nationale envers celles et ceux qui font briller le sport malien.
Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi avec attention. L'homme qui marche derrière un éléphant n'a rien à redouter de la rosée. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.